Bienvenue. Quels sont les trois outils digitaux indispensables pour lancer son business? Vous êtes sur Denis Digital et nous allons voir dans cette vidéo comment, en l'espace de quelques minutes, nous allons être dans les starting blocks pour lancer notre business. Et dans le cas où nous aurions déjà démarré notre activité, nous allons pouvoir valider ensemble que nous sommes bien sur les rails dans la bonne direction. Alors, en préambule, juste je voulais dire qu'en préparant cette vidéo, je me suis dit qu'elle allait être probablement un peu longue, mais sincèrement, je pense que ça sera très intéressant pour vous, car il est nécessaire quand même de prendre le temps de bien expliquer le pourquoi de ces outils, en quoi ils sont indispensables et comment bien les choisir. Il ne faut pas oublier que ces outils sont stratégiques pour notre business, et par conséquent, prenons le temps. Avant toute chose, accordons-nous sur le terme business. De quoi parlons-nous précisément dans cette vidéo? Que dit-on quand on dit business? Un business. Alors pour moi, toute entité qui a pour finalité de se développer est un business. Que ce soit pour vendre des produits ou des services, que ce soit pour accroître son rayonnement ou sa clientèle, sa base d'adhérents, ou même tout simplement faire grossir son propre business. Donc une entreprise, un commerce, une association, un travailleur indépendant sont des business. Et pour moi, tout business a la même problématique. Vouloir faire le maximum de choses en un minimum de temps, avec un minimum de ressources. Minimum de ressources humaines, peu ou pas de collaborateurs. Minimum de ressources matérielles, peu ou pas d'outils pour produire. Minimum de ressources financières, peu ou pas de trésorerie. Bref, notre business se doit d'être efficient, c'est-à-dire efficace avec peu de moyens. Alors, comment mon business peut-il faire cela? Eh bien, de la même manière finalement que l'homme au cours de son évolution, c'est-à-dire avec de bons outils. Alors, si l'homme a pu devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est qu'il a sélectionné au fil de son évolution les meilleurs outils par rapport à chacune de ses problématiques. Et ainsi, ça lui a permis de franchir des marches, donc toujours plus hautes et toujours plus ambitieuses. Donc finalement, mon business a besoin d'outils, mais surtout, il a besoin de bons outils. Et nous allons voir donc dès maintenant les trois outils digitaux qui me semblent indispensables pour tout business. Juste avant que je vous explique tout cela, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge S'abonner en bas de l'écran. Nous pourrons ainsi améliorer ensemble votre expertise digitale à chaque sortie de mes vidéos. Bon, je m'aperçois que je ne l'ai pas précisé, mais ça coule un peu de source vu le nom de la chaîne. Les outils dont nous parlons aujourd'hui sont des outils bien évidemment digitaux. Aujourd'hui, tout business est digital. Alors vous allez me dire, oui, mais dans ton activité professionnelle, tu es en contact avec des startups, des grosses boîtes du numérique, et c'est vrai, mais je travaille aussi beaucoup avec des industriels, des commerçants, et d'ailleurs pas toujours des franchisés. Je travaille aussi avec des associations qui traitent par exemple du handicap ou de l'insertion, bref, des trucs qui n'ont rien à voir avec le digital. Et globalement, s'il y a vraiment un truc à retenir, c'est qu'aujourd'hui, tout business est digital. Que ce soit le mien, que ce soit le vôtre, sincèrement, tous. Maintenant que ça s'est dit, revenons à notre classement. Donc s'il ne fallait en choisir qu'un, quel serait l'outil digital indispensable? Pour essayer de répondre à cette question de manière objective, je vous propose de revenir à ce qu'on avait évoqué au début de vidéo. Finalement, notre business, il a besoin de se développer. Or, pour se développer, il faut aller chercher ailleurs les ressources qui nous manquent. Je vous rappelle, on n'a pas de bras, on a peu de sous en poche, donc il faut aller chercher des ressources. Ça veut dire qu'il faut aller trouver des nouveaux clients pour faire rentrer l'argent, solliciter des talents afin qu'ils viennent travailler avec nous, solliciter des influenceurs afin qu'ils parlent de nous. Bref, il nous faut un outil de communication simple, standard et surtout utilisé par tous. En un mot, mon business a besoin d'un email professionnel. Alors quand je dis email, je dis mail, courriel, bien évidemment pour nos amis francophones hors de France, c'est la même chose. Alors vous allez me dire, ouais Denis, bon, l'email, ouais. Enfin, tout le monde en a un, c'est pas super novateur finalement. Alors c'est pas faux. Tout d'abord, un outil, il n'a pas besoin d'être novateur pour être utilisé efficacement. Et puis, c'est bien de ça dont on parle. En plus de ça, l'email, il n'a jamais eu une meilleure santé qu'aujourd'hui. Vous avez qu'à lire les chiffres qui sont présentés à côté. Euh, et or, notre objectif à nous, euh,
c'est d'avoir un outil simple à utiliser et surtout qui est utilisé par tout le monde. Or, vous connaissez un meilleur outil qui est utilisé depuis 40 ans, donc tout le monde sait s'en servir, qui est utilisé par autant de gens, 4 milliards d'individus sur la planète, et puis aussi avec une telle fréquence. Aujourd'hui, les échanges, ça représente à peu près 270 milliards d'emails par jour. Alors c'est vrai qu'on va considérer qu'il y a un certain nombre de spams et tout ça, mais n'empêche que avec ça, nous pouvons toucher quasiment tout le monde sur la planète. Donc s'il y a vraiment un truc à retenir, l'email est le seul moyen d'entrer en contact personnellement avec des tonnes d'inconnus et de pouvoir maintenir ce lien créé durablement et quasiment sans effort. Juste du bonheur, que du bonheur. Donc croyez-moi, pour en avoir testé plus d'un, l'email professionnel, c'est le meilleur outil pour entrer en contact avec d'autres organisations, des partenaires, de futurs clients, dans le but de créer un lien qu'on va pouvoir faire vivre sur la durée sans dépenser trop d'énergie. D'ailleurs, vous recevez plein de newsletters, toutes les marques se motivent pour garder du lien et faire en sorte de vous fidéliser à travers l'email. J'envoie un email pour faire connaissance et créer du lien, et ensuite j'envoie des emails pour maintenir ce lien, et ainsi de suite. C'est finalement assez simple et très peu chronophage. Alors, posons-nous la question de savoir à quoi ressemble, ou en tout cas à quoi doit ressembler un email professionnel. À ça ? Ça, vous l'avez déjà vu. Bah en fait, non. Et d'ailleurs, Dieu sait que j'adore le orange, mais non. Finalement, c'est pas un bon email professionnel. Alors, est-ce que celui-là est mieux ? Alors, on peut être épris de liberté, mais globalement, non, c'est visiblement pas mieux. Alors, peut-être celui-là. C'est vrai que Gmail offre certains avantages. Mais en fait, non. En fait, tous les emails que vous avez à côté, c'est des emails, c'est des adresses mail qu'on peut voir de manière assez régulière sur des cartes de visite, mais malheureusement, c'est pas un email professionnel digne de ce nom. En effet, pour nous, comme pour notre business, nous aspirons à un peu plus de professionnalisme. D'ailleurs, si vous voulez bien, on va les passer en revue et puis on va essayer de voir pourquoi. Je vais commencer par désintégrer le dernier de la liste, histoire de se défouler un petit peu, parce que celui-là, il est bien comme il faut. Alors, sincèrement, Hotmail, enfin, faites ce que vous voulez. Mais sincèrement, c'est pas classe, quoi. Moi, quand on me dit Hotmail, moi, je pense à hot dog, je pense à hot quelque chose. Donc, honnêtement, il y a forcément mieux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mettre des chiffres dans l'adresse mail, sérieux, je vous recommande pas du tout, quoi. On se demande sincèrement d'où vient ce 27. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les 26 premières étaient prises, alors j'ai pris 27, ou finalement c'est le département. Je suis dans le 27. Donc j'affiche haut et fort à toute la planète que je suis dans le 27. Je ne suis pas sûr que si vous avez des clients étrangers, ça fasse quelque chose. Ou alors, c'est peut-être l'âge du capitaine finalement. Enfin, sincèrement, je voudrais pas me mettre à dos toute la communauté des cibistes, mais aussi, on est vraiment très proche de ça. C'est « Allô, Pizzeria 27, ici Anchois 14, il y a de l'aïoli en vue sur la Nationale 7. » Non, sincèrement, c'est vraiment pas crédible, quoi. Donc, si vous avez un effort à faire, c'est vous trouver une meilleure adresse mail, et j'espère que je vais pouvoir vous aider dans cette vidéo. Mais sincèrement, pour les autres, rigolez pas, parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois sur des camionnettes, vous savez, les flancs des camionnettes, là, comme une vraie adresse professionnelle. Donc, la suivante. Ah oui, Wanadoo. Alors, là, c'est un point sensible, c'est le côté vintage, là. Dis-moi, attends, Denis, t'as quoi, là, vraiment, contre Wanadoo ? Non, sérieusement, moi j'ai rien contre Wanadoo, j'adore le petit nom, c'est rond, c'est pelucheux, c'est tout mignon, mais globalement ça fait vraiment vintage, et là pas dans le bon sens, c'est un peu comme Caramel ou AOL, franchement on a vraiment l'impression que ça date de Mathusalem. Ça fait un peu, tu sais, moi en 1972 j'envoyais des emails. Non, sincèrement, il vous faut une adresse mail qui soit un peu plus moderne, on va dire. Disons que celle-là nous rajeunit pas, quoi. Mais alors, pourquoi pas les autres, me diriez-vous ? En fait, je suis contre pour de nombreuses raisons, désolé.
Bah ouais, je sais, les trois quarts des gens ils me disent bah ouais, mais Denis, tu comprends, ces emails elles sont gratuites et tout. Alors je dirais oui, c'est un peu le principe du gratuit finalement. Mais globalement, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paie au final. Et là, bah sincèrement, avec les emails gratuits, je pense que c'est nous qui payons. Euh, dans plein de cas, mon email profite aux entreprises qui m'offrent le service. Donc, par exemple, vous envoyez un email avec @laposte.net. Bah, en gros, c'est dire au destinataire, bah tiens, Polo, tu savais que la Poste, ils font aussi des adresses mail, en plus des téléphones mobiles et de la box machin. Donc, sincèrement, c'est pas bon pour votre image. Et le pire, sincèrement, le pire, ce serait que votre destinataire se dise, tiens, je savais pas qui postait à la Poste. Vous imaginez faire de la pub? Non, là, vous faites... Enfin, bref, vous faites de la pub pour la Poste. Et pour les autres, me direz-vous? Bah, en fait, c'est pire. Car en plus de leur faire de la pub, bah, psychologiquement, je m'emprisonne dans l'usage des produits qu'ils me facturent. Donc, d'un côté, l'abonnement Internet, de l'autre côté, les forfaits mobiles. Donc, finalement, je me sens encore moins libre de partir de chez eux. Bah ouais, parce que changer d'opérateur, ça veut dire migrer tous mes emails, demander à tous mes contacts de basculer sur une nouvelle adresse, sachant qu'il y en a la moitié qui le feront. Donc globalement, c'est la prise de tête. Donc on va rester chez orange.fr ou chez free.fr ou chez sfr.fr. Bref, vous l'avez compris, c'est pas anodin. Donc on va pas en faire notre principal outil de travail. En tout cas, on va pas laisser notre outil de travail principal aux mains des fournisseurs. Ça serait quand même bizarre. En plus de ça, je me rappelle une règle qui est quand même super importante, c'est que moi, client, toi, fournisseur interchangeable d'accès Internet. Et c'est ça qui est important, d'accord? Donc, gardez bien cette vision du monde parce qu'elle elle est quand même bien sympathique quand il faut remettre les choses à leur place. En tout cas, dans une relation client-fournisseur, d'accord? Donc, hors de question que je te fasse de la pub et encore moins que je te laisse mon outil principal, que je te laisse gérer mon outil principal. Ah, reste gmail.com et c'est 1,4 milliard d'utilisateurs, tous heureux de mettre à disposition leurs données en échange d'une boîte mail gratuite. Alors, je sais ce que vous allez me dire, et c'est légitime d'ailleurs. Mais bah dis-moi, Denis, t'es bien gentil, mais tu nous dis qu'il faut pas qu'on ait une adresse email Gmail, parce que Google utilise nos données pour améliorer leurs différents services. Mais bon, ton entreprise, là, Nidis, son cœur business, c'est quand même bien de proposer des Gmail Pro et compagnie, quoi. Donc, tôt ou tard, dans la vidéo, tu vas bien nous refiler un Gmail au final. C'est pas faux. C'est vraiment pas faux. On va voir un peu plus tard dans la vidéo. Mais je vous expliquerai l'usage de cet outil et qu'il y a plusieurs différences majeures en version professionnelle. Et puis de toute façon, l'objet de cette vidéo n'est pas de faire la pub pour Gmail ou quoi que ce soit. L'idée, c'est vraiment de se focaliser sur les outils. Je vous expliquerai après, enfin, pourquoi moi j'ai choisi cet outil-là. Mais ça n'est que mon avis et ça n'engage que moi. Et de toute façon, c'est à la fin de la vidéo. Donc tout ce qu'il y a avant, c'est bien quelque chose de générique. Parce que ce qu'il faut garder à l'esprit, dans tout ce qu'on a vu, c'est que par principe, il ne faut pas se rattacher à une autre entreprise. On va pas leur faire de la pub, on va pas leur dire qu'ils sont super bien et machin, sans contrepartie. D'accord? Et sincèrement, avoir une boîte mail professionnelle gratuite, c'est pas une contrepartie suffisante. Mon email pro contribue à ma propre communication que je veux sans parazitage. Je veux pas faire de la pub pour quelqu'un d'autre quand j'envoie un email, je veux faire ma pub à moi. Et c'est bien ça qui est le plus important. Lorsque j'envoie un email, je communique au nom de mon entreprise. Et j'ai pas envie de parasiter mon message par de la pub pour Free, pour SFR, pour Gmail. C'est un peu comme si je prenais un stand pour ma boîte sur un salon, histoire de trouver des nouveaux clients, et puis que je portais un t-shirt, je sais pas moi, tiens TF1, avec leur slogan en gros sur la poitrine, partageons des ondes positives. Je pense que les passants, ils seraient un peu surpris d'arriver sur mon stand. Il y aurait comme un parasitage de messages en fait. Mon email pro, c'est quelque chose @monbusinessamois.com et rien d'autre. De toute façon, c'est très simple à comprendre. Tout ce qui n'est pas @monbusiness.com, eh bien, en gros, ça me coûte plus cher que le prix de mon email professionnel. Car je perds gros en termes d'image de marque. Je fais de la pub pour d'autres. Et sincèrement, ils en ont vraiment pas besoin. Alors, contrairement à nous.
Et puis en plus, je passe pour un débutant, une petite boîte qui peut même pas se payer une email pro. Parce que pour être concret, un email pro, c'est quoi? Allez, 10 euros par mois. Donc sincèrement, il n'y a pas débat, quoi. Il n'y a vraiment pas débat. Donc nous voilà arrivés à notre premier outil. Donc techniquement, comment ça se passe? Alors notre email pro qui va nous servir pour prospecter et puis plus largement pour communiquer, il va nécessiter un nom de domaine. Vous savez, c'est la partie qui a après le arrobas, là, le A qui tourne comme une spirale. Donc comme monbusiness.com. Donc il va falloir se payer notre nom de domaine. Et pour ça, eh bien, il va falloir passer par un fournisseur qui a le droit en fait d'enregistrer un nom de domaine en votre nom. Et ce fournisseur-là, c'est ce qu'on appelle le registrar en fait. Donc c'est un peu technique, mais globalement c'est assez simple, ça se passe bien et on le fait qu'une fois. C'est juste du paramétrage et après on oublie comment on a fait et c'est surtout qu'on l'utilise au quotidien sans y revenir. D'accord? Donc sur notre liste des 3 outils, bah, on en a déjà un, donc ça c'est fait. On a notre nom de domaine, c'est vite dit, Denis, comment on le choisit, ce nom de domaine? Alors, je ne vais pas vous faire un topo complet là-dessus, c'était pas l'objet de la vidéo, parce que déjà, ça prendrait une vidéo à part entière, et puis en plus de ça, je pense qu'il y a des gens bien plus experts que moi. Mais en tout cas, je vais vous mettre un formulaire de remarques dans la vidéo. Donc si vous avez des questions et tout ça, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je pourrais même vous passer de la matière sur le sujet. Sincèrement, moi je m'appuie sur une vidéo qui est faite par une chaîne que je mettrai d'ailleurs probablement en lien de la vidéo YouTube. Et c'est une super vidéo. À chaque fois que j'ai un nom de domaine à trouver, je relis le texte ou je relis le board parce que vous verrez qu'il y a un board dessus. Mais globalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Voici déjà les bases pour être bon sans prendre de risques. Donc le nom de domaine doit résonner finalement comme une marque. Il faut qu'il soit unique, le plus possible créatif. En gros, il faut que les gens se disent « Waouh, ça fait marque, quoi, c'est sympa, quoi ». Donc globalement, c'est pour ça qu'on ne met pas de tiret. Parce que les tirets, ça fait pas marque du tout en fait. C'est quelque chose tiret machin. Donc en plus de ça, en termes d'impact du SEO, les gens disent que ouais, c'est vachement bien et tout ça, mais globalement, entre Google et les moteurs de recherche, quand ils analysent l'URL, le nom de domaine, oui, ça a un impact, mais c'est pas significatif par rapport à le fait que votre marque, vous allez rayonner un nom de domaine avec des tirets qui, lui, pour le coup, fait pas du tout marque, quoi. Regardez les grandes marques, inspirez-vous de ceux qui crament des milliers et des milliers d'euros par jour pour instaurer leur marque. Il y en a aucun qui a des tirets, quoi. D'accord? C'est pareil, il faut pas trop des mots génériques. Parce que en général, Google, ils aiment pas trop les mots génériques, ça passe partout, donc c'est pas très clair le message que vous diffusez. Et quand vous faites des emailing aussi, ça passe pas du tout. Ça fait, bon, vous voyez ce que je veux dire sur la médecine qui permet d'avoir des facultés qu'on n'a pas nativement. Donc, il faut que vous vous affirmiez, enfin, il faut qu'on s'affirme comme étant unique avec une vraie marque qu'on pourrait défendre, qu'on veut faire grandir et qu'on va d'ailleurs pouvoir faire valoriser, qu'on va pouvoir valoriser plus tard, donc la faire rayonner au maximum. Donc l'idée, c'est de se dire, on va faire court, histoire qu'on s'en souvienne aisément, et en plus de ça, il faudrait que ça soit facilement prononçable. Si vous avez plein de lettres identiques qui succèdent dans votre nom, bah ça mélange un peu tout. Un truc tout bête, hein. Google, il y a plein de gens qui tapent Google avec 3 O, avec 4, et d'ailleurs, il y a plein de gens avec des noms de domaine qui ont acheté, je crois que c'est jusqu'à 25 O derrière le G. Donc tout simplement parce que dès que vous commencez à avoir des lettres un peu qui se suivent, des lettres identiques, eh bien, c'est un peu compliqué. Les gens se trompent quand ils tapent l'adresse et donc, par conséquent, vous perdez du trafic. Donc, c'est un peu dommage. Donc, tout ce qui est double syllabe identique ou les liaisons, ça, il faut aussi proscrire. Schématiquement, d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, il faudrait quasiment qu'une personne puisse l'entendre et l'écrire sans faire de faute, en fait. Donc, après, il y a la notion d'extension. Donc, c'est vrai qu'il y a plein d'extensions nouvelles et variées, mais il faut être très honnête, quand les gens oublient l'extension que vous avez derrière votre nom de domaine, le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils mettent un .com.
Donc ciblez vraiment le .com, voir le .fr si jamais votre business il est localisé, mais sincèrement le .com first quoi. Alors certaines personnes, et d'ailleurs même certaines boîtes avec lesquelles je travaille, on les a orientés sur le .net parce que le .com était déjà pris. Mais en fait, la problématique, c'est qu'il ne faut pas que votre .com soit un concurrent, quoi. Parce que là, s'il fait le même métier que vous, sincèrement, vous prenez les internautes et vous les donnez directement à ce concurrent, ça va aussi vite, quoi. Donc, vous pouvez avoir le .net à condition que le .com, ça soit pas une marque concurrente ou que la personne, ça nous est arrivé, par exemple, il veut pas le vendre, bon, bah tant pis, on l'achète pas, ou ils veulent le vendre beaucoup trop cher. Donc, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le .net et puis on croise les doigts en espérant qu'ils ne le revendent pas à un concurrent. Donc ça, c'est toujours à faire attention. Mais d'un autre côté, si vous avez une marque qui est, enfin, si vous avez un nom de domaine qui est une vraie marque forte et créative, il y a quand même peu de chances qu'il y ait un concurrent qui se mette avec le même nom que vous sur un .com. En tout cas, je pense que ça doit être défendable, ce genre de choses. En tout cas, on ne va pas se lancer là-dedans, on va essayer de faire simple et on va juste se focaliser sur essayer de trouver un nom qui somme comme une marque, qui soit court, qui n'a pas de tiret ou pas de chiffre, hein, pas de Pizzeria 27, et qui soit en .com. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, bah, Denis, ton nom de domaine à toi, c'est bien denis.digital. Alors, pourquoi nous, il faudrait qu'on se restreigne sur le .com? Alors, c'est vrai que mon nom de domaine, c'est denis.digital, mais c'est surtout ma marque, en fait. C'est-à-dire que le point fait partie de la marque. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu acheter ce nom de domaine-là. En plus de ça, c'est un cas vraiment particulier qui n'est pas recommandable à tous. Moi, c'est mon choix perso. J'ai voulu que ma marque, ça soit denis.digital. Mais c'est pas quelque chose que je vous recommande. Je vous recommande vraiment d'avoir à minima le point .com. Et puis d'ailleurs, petite parenthèse, je suis aussi propriétaire du nom de domaine denisdigital.com. Donc, je prends pas de risque sur la concurrence, d'accord? Donc maintenant, avec tout ce que j'ai dit, vous êtes au top sur votre premier outil qui est votre adresse mail professionnelle. Vous savez ce que c'est qu'un registrar, vous savez qu'il faut passer par là et que vous savez que vous avez besoin d'un nom de domaine et vous savez comment le choisir rapidement. Alors, comment faisons-nous pour envoyer et recevoir nos emails? Parce que tout à l'heure, on a tiré un peu à boulet rouge sur tout le monde, Orange, Free.fr et compagnie. Mais c'était bien pratique parce que ils avaient la possibilité de s'occuper de tout. Là, on a une jolie adresse professionnelle, mais finalement, personne ne s'occupe de nos envois ou de nos réceptions d'emails. Alors, c'est vrai que nous pourrions installer un serveur de messagerie, par exemple chez OVH ou chez d'autres fournisseurs, et puis ensuite configurer le SMTP, le POP, l'IMAP, le SPF, le DKIM, le DMARC. Donc, on pourrait. Mais en fait, non, on ne va pas faire ça du tout, bien évidemment. Ce qu'on veut, nous, c'est faire simple, rapide et surtout à notre portée. C'est pour ça que nous allons choisir un service professionnel de messagerie avec des garanties professionnelles. En clair, un service de messagerie que si ça ne marche pas, si on ne peut pas envoyer d'email ou si on ne reçoit rien depuis 10 minutes, eh bien, on peut râler tout simplement parce qu'on paye. Puis on aime bien en France râler. Et puis je vous rappelle, moi client, toi fournisseur, alors hop, ma messagerie ça marche pas, donc au boulot, il faut que tu me règles ça. Donc ça y est, enfin nous sommes prêts, nous avons notre premier outil indispensable sous forme d'un package qui est bien complet. En tout cas, je pense qu'on a bien fait le tour. On a un email professionnel, on sait qu'il nous faut un nom de domaine qui claque, et on sait qu'il nous faut un service professionnel de messagerie pour pouvoir râler si ça marche pas. Donc globalement, on a toutes les cartes en main. Et puis, de toute façon, vous vous doutez bien qu'on va régler la problématique de quel service de messagerie choisir. Un peu plus tard dans la vidéo, vous verrez quand on va évoquer le troisième outil indispensable. Donc maintenant, nous pouvons passer au deuxième outil digital indispensable pour notre business. Et là, de la même manière, pour répondre de manière objective, on va essayer de se rappeler ce qu'on a dit en début de vidéo, de quoi mon business a besoin finalement. Mon besoin principal, en tout cas celui de mon business, c'est de se développer.
Donc on a déjà un outil qui nous permet d'échanger avec le reste du monde, pour prendre contact, pour maintenir le contact jusqu'à temps qu'on atteigne notre objectif concernant ce contact. Mais maintenant, il va nous falloir prévoir l'avenir, nous organiser, suivre le travail réalisé afin de franchir chacune des marches vers notre succès. Il nous faut finalement faire des plans, des business plans, des plans de travail, des listes de tâches, des listes de personnes à contacter, des listes de clients, des listes de produits, des listes de trucs à acheter, des trucs à vendre, à expédier, enfin bref, des feuilles de suivi, des feuilles de temps, de trésor, de facturation. Vous l'avez compris, en fait, on a besoin d'un outil qui nous permet à la fois de regrouper l'information, de la structurer un minimum, puis de la traiter et de la faire vivre au quotidien. Quand je dis la faire vivre, ça veut dire créer, mettre à jour, supprimer. Et puis, en dernier point, d'analyser cette donnée. Et bien sûr, il nous faut tout ça de manière simple, sans trop changer nos habitudes, en tout cas sans faire en sorte qu'elles deviennent trop contraignantes. Et puis pareil, on aimerait bien un outil qui soit utilisé par suffisamment de monde pour pouvoir échanger, voire collaborer dessus. D'accord ? Donc, globalement, l'outil qui correspond le mieux à cette description, c'est un tableur, et plus communément appelé des feuilles de calcul. Donc, je vais être honnête, c'est juste énorme tout ce qu'on peut faire avec un tableur. Donc, globalement, si vous avez un email pro et un tableur que vous maîtrisez, vous pouvez faire tourner votre boîte, il n'y a aucun souci. Alors, on est d'accord, ça sera peut-être pas la grosse organisation, je sais pas moi, 200 personnes, mais en tout cas, pour toutes les TPE et les petites PE, c'est quasi sûr. Et puis d'ailleurs, en France, ça représente à peu près 3 millions d'entreprises. Donc globalement, c'est bien ce que je dis, hein, c'est juste énorme. Donc, en plus de ça, avec le tableur, on peut faire bien évidemment des listes et des plans, mais on peut aussi produire des documents unitaires. Donc, comme des devis ou des factures. J'ai même vu des boîtes qui faisaient leur contrat sous tableur. D'ailleurs, j'ai même un client, il fait ses plans d'agencement de magasins sur tableur. C'est juste hallucinant. En fait, il utilise les carreaux. Donc, chaque carreau de carrelage, ça correspond à une cellule dans la feuille de calcul. Et donc, il suffit juste de compter le nombre de carreaux de carrelage pour déplacer les meubles à chaque fois qu'il fait une mise en place. Donc, c'est juste hallucinant tout ce qu'on peut faire avec un tableur. Donc, la problématique finalement qui reste, ça va être de se dire comment les utiliser en fait. En tout cas, si vous avez des questions ou si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me pousser vos remarques ou vos questions dans le formulaire. D'ailleurs, j'ai dû mettre le lien là. C'est le même formulaire dont je vous ai parlé précédemment. Vous pouvez poser toutes vos questions et toutes vos remarques. Alors d'ailleurs, très souvent quand je dis tableur, on me répond Excel. Alors sincèrement, je ne vais pas me battre sur ce terrain. Il y a les pros ou les pas pros. Moi, je pense qu'il y a globalement mieux aujourd'hui à l'ère du 21e siècle. Mais sincèrement, ce qui est important, c'est que vous soyez à l'aise avec votre tableur. Et puis, de toute façon, il y a des cas d'usage où Excel, faut être honnête, ça reste le maître incontesté. Donc, il n'y a pas débat. Je ne vais pas essayer de vous vendre autre chose si vous êtes des fans d'Excel. De toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez besoin d'un tableur, d'accord ? Donc, globalement, je serais tenté de dire peu importe lequel. Ce qui est important, c'est que vous le maîtrisiez, en tout cas suffisamment pour faire tous les contenus qu'on a évoqués précédemment, que ce soit des listes ou que ce soit des documents unitaires. Alors, nous voilà arrivés au terme de ce top 3. Et vous devez vous demander, mais finalement, c'est quoi cet outil numéro 3 ? C'est quoi ce truc indispensable qu'il nous faut ? Alors, je vous propose, pareil, de nous raccrocher toujours à la même chose, hein. Vous avez bien compris que l'objectif ici, c'est de parler outils pour développer notre business. On l'a évoqué tout à l'heure, mais qu'il soit facile, puisque l'objectif, c'est de se focuser sur son business. Et donc, on ne veut pas que ce soit des outils qui nous consomment trop de ressources. Puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, on n'en a déjà pas assez. Donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir un outil supplémentaire, en plus de celui de communiquer, qui est l'email pro qu'on a évoqué tout à l'heure, et le second pour produire et s'organiser avec le tableur. Donc, il nous faut ce troisième outil.
Alors vous vous dites, mais Denis, dis-nous quel est cet outil? Le suspense est insoutenable. Est-ce un traitement de texte, un système de fichiers, un espace de stockage, un truc pour faire des présentations, un site internet? Bah en fait, vous avez un peu raison sur tous les sujets. Il nous faut bien tous ces outils digitaux finalement pour développer notre business. Il nous faut d'autres outils bureautiques que celui qu'on a évoqué avec le tableur pour pouvoir produire d'autres types de contenus. Donc, on a évoqué la notion de contrat, mais ça peut être des dossiers projets. Euh, et puis, il nous faut aussi un système de stockage pour conserver nos documents, mais aussi d'ailleurs les documents qu'on va recevoir de nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires. Et puis, bah, pareil, il nous faut un site internet ou un site intranet ou un site extranet avec tout l'attirail de promotion de notre business pour trouver de nouveaux clients. Et globalement, bah, en fait, ce qu'il nous faut, c'est une espèce de grosse, jolie boîte avec un gros nœud au-dessus, qui soit simple à utiliser au quotidien, qui soit performante en toutes circonstances, et puis aussi qui soit à la portée de notre porte-monnaie, parce que globalement, on l'a dit tout à l'heure, nos ressources, quand on démarre, c'est toujours compliqué. Alors, je sais pas trop comment on pourrait nommer cette jolie boîte avec le ruban dessus. Moi, personnellement, je l'ai appelée écosystème. Donc, si on va jusqu'au bout du raisonnement, je dirais que l'expression écosystème digital professionnel, c'est un peu cette jolie grosse boîte avec plein de pochettes surprises dedans. Donc une pochette pour faire des contrats, une autre pour faire des emailing, un troisième pour faire des sites internet, et ainsi de suite, quoi. Donc en fait, c'est un peu la super pochette surprise, quoi. Mais l'idée, c'est vraiment que cette boîte-là, cette boîte à outils-là, elle ait une orientation professionnelle et puis qu'elle ait la capacité à lier, à connecter les outils entre eux. Parce qu'en fait, on n'est pas là pour perdre notre temps à jouer avec des outils qui ne se parlent pas. Vous vous souvenez, la conversion de fichiers et autres absurdités du XXe siècle, là, vous savez, ah ben j'ai un fichier, mais je ne peux pas le lire sur cet ordi, donc je prends ma disquette et machin. Non, il faut sortir de ce truc-là. On est au XXIe siècle. Si on veut faire grossir notre business, il faut qu'on ait des outils simples et qui fonctionnent bien entre eux, quoi. Et c'est bien là le point central en fait d'un écosystème. Les outils sont faits pour réaliser des tâches, donc on dit créer des sites, rédiger un contrat, faire une facture, enfin que sais-je, et puis pour discuter les uns avec les autres, mais sans friction. Nous voulons que notre outil de gestion de photos, par exemple, soit accessible depuis notre outil de création de site internet, qu'on ne soit pas obligé de télécharger la photo sur notre machine, ensuite la réimporter, enfin ça n'a pas de sens, quoi. C'est juste consommer du temps humain pour rien. C'est pareil, on veut que notre site internet puisse déverser les nouveaux contacts qui ont laissé les coordonnées sur le site directement dans le gestionnaire de contacts. Donc ce qu'on veut, c'est un écosystème digital professionnel qui fuse. Alors, vous allez me dire, mais franchement, c'est un peu conceptuel, quoi. C'est vraiment important, parce que finalement, j'ai mon email pro, j'ai mon tableur. Après, je pourrais fondamentalement rajouter n'importe quel outil du moment que ça fait l'affaire, quoi. Genre, je garde mon vieux Word que j'ai acheté en 1980, je le couple avec mon LibreOffice parce que j'ai pas les moyens de me payer un vrai Excel, et puis je mets mes fichiers dans Dropbox, et puis je garde mon email chez OVH et machin. Alors honnêtement, vous pouvez, sincèrement je le dis sans sarcasme, vous pouvez faire ça. Mais en revanche, pendant que vous faites ça, il y a des concurrents à vous qui eux s'organisent autour d'un écosystème. Il y a des boîtes concurrence qui pensaient comme vous et puis qui ont compris que tout le temps qu'elles allaient gagner, eh bien, elles allaient pouvoir le transférer sur la recherche de nouveaux clients ou satisfaire et fidéliser les clients qu'ils avaient déjà. Donc, sincèrement, il y a des entrepreneurs concurrents avec très peu de moyens, mais avec d'énormes ambitions, qui pensent qu'à aller plus vite que vous. Et si vous faites de la bricole avec des outils qui ne se parlent pas, qui ne sont pas un écosystème cohérent, eh bien, globalement, vous allez vous faire dépasser. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Bah, moi, je pense que oui. Sinon, j'en parlerai pas autant dans cette vidéo. Et je dirais même que c'est juste vital, en fait. Parce que si on refait le point de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, et je suis désolé de le rabâcher, mais c'est vraiment stratégique pour notre business, donc il faut vraiment en parler, il faut vraiment insister dessus. Eh bien, tout business est digital. Et il n'y a plus de choix de se poser la question ou de se dire oui, mais ça, on a encore 2 années devant nous. Non, 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 non. Si vous voulez rester dans la course, vous devez être digital.
Je ne vous parle pas de gagner la course, hein. Je vous parle juste de ne pas vous faire distancer par les autres. Le deuxième point, c'est que tout business a pour vocation de grossir. C'est dans son ADN. Votre priorité doit être de l'alimenter en opportunité business, en réactivité client, en qualité de service. Sinon, les autres, ils vous mangeront tous vos clients, tous vos prospects, tout votre business. Vous devez avoir des outils qui sont efficients et pas un espèce de patchwork de logiciels livré par Windows parce que c'est fourni gratuitement et machin et machin. Vous devez vous trouver votre écosystème avec lequel vous êtes à l'aise et ne jurez que par lui. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Mon écosystème first. Ça veut dire qu'avant d'aller chercher des outils qui ne sont pas dans votre écosystème, parce que, je sais pas moi, votre concurrent l'utilise, ou parce qu'on vous a dit que c'était le mieux qui existe dans le monde entier, ou que, je sais pas moi, la commerciale est trop mignonne, ou... Non, non, sérieusement, avant d'aller chercher ailleurs, vous devez aller chercher dans votre écosystème, celui que vous avez choisi. Il n'y a peut-être pas l'outil qui fait tout parfaitement, comme vous le voulez, mais si vous avez choisi votre écosystème, il y en a un, et il est intégré, et il parle avec les autres outils que vous utilisez, et là, vous allez gagner du temps. Alors, peut-être qu'il faudra adapter votre processus, mais globalement, vous perdrez sûrement moins de temps à compenser les quelques lacunes de cet outil que d'essayer de le faire dialoguer avec des outils qui ne sont pas du même écosystème. En général, pour faire parler des outils qui ne sont pas faits pour se parler, ça veut dire que c'est l'homme qui doit travailler. C'est l'homme qui va devoir compenser. Et ça veut dire que vous allez bêtement consommer du temps humain plutôt que de prospecter, plutôt que de rappeler vos clients. Concernant mon écosystème First, j'ai une petite anecdote. En 2012, j'étais à Tokyo et puis j'ai assisté à la présentation qui a été faite par le 13e opérateur japonais qui, un an auparavant, avait équipé en fait ses 26 000 collaborateurs d'un écosystème digital complet. Donc une espèce de jolie boîte d'outils qui se parlent et qui vivent quotidiennement en harmonie, un peu comme le monde des bisounours. Et ce qui est super intéressant, c'est le résultat du questionnaire. Donc ils ont fait un questionnaire de satisfaction auprès des 26 000 personnes, 9 mois en fait après la mise en place. Et ce qui est vraiment hallucinant, c'est le résultat. En fait, c'est assez facile. Si vous cherchez la réponse, elle est écrite sur l'écran. C'est 63 minutes. Alors vous allez me dire, c'est quoi 63 minutes? En fait, après 9 mois d'utilisation, le résultat exprimé par ces 26 000 personnes, c'est qu'en moyenne, chacun d'entre eux gagne 63 minutes par jour grâce à ce nouvel écosystème. Donc vous imaginez un peu, pour une entreprise, genre du jour au lendemain, enfin au bout de 9 mois, parce que pour une boîte de 26 000 personnes, 9 mois c'est quasiment du jour au lendemain, ça fait 63 minutes fois 26 000 personnes fois 220 jours. Donc vous imaginez un peu la distance qu'elle a mis à ses concurrents. C'est un peu le coup de nitro de Brian O'Connor dans Fast and Furious, quoi. C'est piou. D'ailleurs, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment il faisait avant, en fait. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que qu'est-ce qui s'est passé pour cette boîte japonaise après? Après, elle s'est lancée dans la robotique. Elle a d'ailleurs investi dans un des fleurons français en matière d'intelligence artificielle. Et puis, 4 ans après, en fait, elle a sorti un des robots humanoïdes les plus sophistiqués, qui est d'ailleurs maintenant dans leur boutique et aussi qui est vendu à d'autres entreprises. Alors oui, je vais être très honnête et je suis désolé d'insister lourdement dessus, mais un bon écosystème digital, c'est vraiment vital pour mon business et j'espère que maintenant vous en êtes convaincus. Donc on a nos 3 outils, donc Email Pro, Tableur et écosystème. Donc voilà, on va pouvoir se quitter ici, sauf si vous souhaitez savoir un peu comment on peut choisir un écosystème. Donc je vous propose, vu qu'il n'y a que moi qui bosse ici de toute façon, je vous propose qu'on enchaîne. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est finalement comment on peut choisir son écosystème. Donc l'idée, honnêtement, je vous avais dit que la vidéo serait longue, elle l'est déjà, et j'ai pas envie de vous garder toute la nuit. Donc l'idée ici, c'est vraiment pas de passer en revue tous les écosystèmes qui existent, et encore moins de les comparer l'un contre l'autre, d'accord? Tout simplement parce que ça dépend d'une part de votre business, et puis aussi de ses spécificités.
En tout cas, si vous avez des questions ou des remarques, vous avez le formulaire qui s'affiche là. Donc, vous me posez vos questions et j'essaierai d'y répondre au mieux. En revanche, quels seraient les bons critères qui nous permettraient de bien choisir en fait cet écosystème? Donc nous avons vu qu'il y avait un certain nombre d'outils en plus de l'email pro et du tableur qui vont nous aider au quotidien à atteindre notre objectif de croissance. Donc on parlait tout à l'heure des sites internet, de formulaires de contact, de traitement de texte, de stockage des documents. Donc vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de pochettes surprises qu'il va falloir mettre dans cette boîte-là. Et donc effectivement, si vous trouvez un écosystème où il n'y a que 3 logiciels en plus ou 3 applications en plus, ça ne vous permet pas d'avoir un écosystème suffisamment complet pour pouvoir vous lancer sereinement sur votre business, puisque l'objectif, c'est de faire de faire croître son business. Et par conséquent, il nous faut la possibilité d'avoir des ressources en termes d'outillage pour pouvoir sortir notre épingle du jeu. Et puis d'un autre côté, on a parlé d'un écosystème qui soit le plus équilibré, c'est-à-dire que la base soit le plus standard possible. Je m'explique. Si vous choisissez par exemple un écosystème de type art graphique, donc il va être très performant pour la création et la production graphique, ça c'est super. Mais comment va réagir cet écosystème dans la gestion courante du business? Comment il va vous aider en fait? Vous voyez que ce choix, il est un peu trop spécifique. Donc, il va déséquilibrer en fait votre système d'information. Et donc, vous allez être pénalisé quand il va simplement falloir faire une facture ou qu'il va falloir organiser une liste de tâches. Donc, il va probablement falloir remonter d'un cran pour choisir votre écosystème, de telle sorte à ce qu'il soit plus large, plus générique, et donc probablement que l'écosystème que vous allez choisir, il englobera l'écosystème art graphique. Alors bien évidemment, si vous êtes dans le métier de l'art graphique. C'est pareil pour chaque type de métier. Par exemple, les médecins, ils ont un écosystème qui est assez orienté. Eh bien, pour gérer le flow quotidien, il faut trouver un écosystème qui va vous permettre de monter d'un cran. Donc là, j'ai parlé d'art graphique, j'ai parlé des médecins, c'est l'écosystème du monde Apple. Donc effectivement, le monde Apple permet d'avoir un écosystème complet et cohérent, pas simplement d'ailleurs sur les métiers d'art graphique ou sur le métier de la médecine générale. Donc, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir monter d'un cran et pouvoir trouver une palette d'outils, une palette de pochettes surprises qui vont nous permettre de réaliser l'ensemble des tâches courantes de l'entreprise. Alors, je l'ai écrit, mon business veut un écosystème complet, cohérent et efficient. Donc effectivement, déjà à la base, il faut que vous ayez un écosystème qui soit complet et qui soit cohérent, dans le sens qu'il ne soit pas déséquilibré et qui soit aussi cohérent par rapport à votre cœur de business, d'accord, votre cœur métier. Donc c'est pareil pour l'environnement. Un truc tout bête, mais si je reprends mon exemple de l'art graphique, si vous êtes sur un PC Windows Microsoft, et que, alors que toute la production, les agences, les imprimeurs, les freelances, eux, ils utilisent tous le monde Apple, en fait, je suis désolé de dire ça, mais vous allez juste souffrir, quoi. Parce que rien que le problème de conversion de fichiers, c'est juste l'enfer. Et même si ça a beaucoup évolué et tout ça, ça reste du temps humain que vous allez consommer pour rien, quoi. Et là, franchement, on est loin de l'efficience que l'on recherche depuis le début de la vidéo. Alors concrètement, quels sont les écosystèmes qui sont dignes d'intérêt, d'accord? Donc le message que j'aimerais vous faire passer est qu'à ma connaissance, il n'y en a que 3 qui sont suffisamment complets, cohérents par rapport à notre objectif et qui est de l'efficience au quotidien en fait, d'accord? Donc pour répondre à nos besoins et démarrer rapidement sans finir bloqué à un moment donné, il nous faut un écosystème qui, je le répète, soit complet, cohérent, quoi. Ok? Donc tadam! Donc voilà, selon moi, ma liste restreinte, on va dire. C'est pas mes chouchous forcément, mais c'est ma liste restreinte, donc à Apple, Google et Microsoft. Donc si vous démarrez votre business et que vous choisissez parmi ces 3-là en fonction de vos spécificités métiers, vous êtes bon à coup sûr, quoi. Et ce qu'il y a de bien avec ces écosystèmes, c'est qu'en fait, ils couvrent un spectre plus large de fonctionnalités que ce qu'on pourrait espérer. C'est-à-dire, tout bêtement, ils font tous du matériel, par exemple. Ils font des smartphones, ils font des ordinateurs. Même tous les 3, ils proposent un navigateur Internet. Donc, ça veut dire que vous avez vraiment un socle de base qui est vraiment complet, quoi.
Alors oui, je sais. Ouais, alors sans arrêt, on me dit: «Ah bah oui, mais tu comprends, on va encore faire profiter de grosses boîtes américaines, ils deviennent de plus en plus gros, ça devient inquiétant», mais je vais être cash en fait, vous savez quoi? Bah, sincèrement, on s'en moque, quoi. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse notre égoïste et qu'on se focus sur notre priorité à nous et notre priorité à nous, c'est de faire grossir notre business. Donc on va penser qu'à nous et qu'à notre business et on va se poser finalement que la seule question qui convient, quoi. Quel est le meilleur écosystème pour propulser mon business en orbite, façon Nitro Fast and Furious? Alors, il n'y a que ça comme question. Alors c'est vrai que j'ai barré sur un côté, pourquoi pas par exemple l'open source et le monde du gratuit, puisqu'on parlait pas mal du gratuit. Alors tout simplement parce que je veux assurer mon business. Je veux des garanties en fait. Je veux une relation client-fournisseur qui soit claire, qui soit saine, avec des contrats d'entreprise. Et je veux payer en fait pour pouvoir dire à mon fournisseur, bah là, ça marche pas. Alors t'es mignon, hop hop hop, mais au boulot quoi. Il faut avoir un fournisseur, un prestataire sur lequel vous pouvez vous appuyer. Alors, une fois, j'ai dit ça lors d'un déjeuner, et puis les gars sont fichus de moi en disant: oh, bah, si tu crois que tu vas dire à Microsoft, hop, 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 mon Excel, il marche pas, il arrête pas de planter au boulot, alors hop, Microsoft, il va falloir que tu y ailles, hein, j'ai un contrat, moi. Alors, ça les a fait marrer, c'est vrai, mais honnêtement, si, en fait. Si vous avez une licence avec un éditeur, il doit vous apporter un support qui est adapté à votre contrat, quoi. Et je suis désolé de dire ça, c'est rarement le cas en open source, sauf à rajouter des contrats additionnels de suivi et de support, quoi. Et puis, honnêtement, vous n'avez pas le temps de faire ça. Vous devez vous focuser sur votre business, la recherche de solutions sur Internet, lire les forums et tout ça. C'est pas notre boulot, quoi. On n'est pas là pour faire ça. On est juste là pour enclencher la nitro et faire sur le business, quoi. Donc, pas d'open source. Comme nous avons vu les 3 outils indispensables, j'aimerais bien avoir votre retour sur ce que vous utilisez vous en fait. Donc en haut de l'écran, ça doit être par là je pense, à droite, vous devez avoir un i noir sur un fond blanc qui apparaît si vous êtes sur YouTube. Et si vous passez votre curseur de souris dessus, vous devriez avoir un petit questionnaire qui apparaît. Ça serait vraiment super sympa d'y répondre. Rassurez-vous, hein, c'est complètement anonyme. C'est juste pour avoir un peu la tendance, savoir un peu l'audience, qu'est-ce qu'elle utilise. Donc honnêtement, c'est très simple. Il y a 3 cases à cocher et il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc donnez simplement vos réponses à date d'aujourd'hui, d'accord? Et puis comme ça me permettra d'évaluer un peu quel est l'usage finalement. Est-ce que moi j'ai un usage particulier ou est-ce que je représente la masse? Je ne sais pas en fait. Donc merci par avance pour ça. Je suis assez curieux de lire tous les résultats. Donc comment on va faire maintenant pour choisir, comment on va faire le tri entre ces 3 écosystèmes, sous condition que vous adhérez à tout ce que j'ai dit depuis le début? Alors tout d'abord, on va le redire, on va faire notre égoïste, on va penser qu'à nous. Si, par exemple, vous ne jurez que par les produits Microsoft, ou que vous êtes un Apple dans l'âme, et ça, peu importe le prix, puisqu'en général, Apple, c'est plus cher, mais que vous les maîtrisez suffisamment, en fait, pour les dompter au quotidien et en faire des outils qui soient efficients pour votre quotidien, eh bien, en fait, estimez que c'est juste le meilleur écosystème pour votre business et juste foncez, quoi. Mode nitro et faites de votre business une fusée qui soit à votre image. Parce que de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans votre organisation, vous allez vous entourer de gens qui seront comme vous de toute façon, que ce soit des collaborateurs ou des partenaires. Et tout du moins, au début, ils seront d'accord pour utiliser normalement les mêmes outils que vous. Et là, si vous faites de la collaboration avec des gens qui utilisent les mêmes outils que vous, bah là, c'est le mode biturbo de Nitro. Là, ça va être une collaboration à plein régime. En revanche, si chacun utilise ses outils dans son coin et tout ça, bah là, ça va faire pote, et vous allez vous faire doubler par la concurrence. D'accord ? Donc, c'est aussi pour ça que si vous choisissez un écosystème, vous devez vraiment vous y mettre à fond, quoi. Et c'est pas, comme je l'ai vu souvent dans des boîtes, genre, oh bah moi, je me suis pris un iPhone, et pour vous, bah, c'est un Nokia 3210, quoi. Donc ça, non, ça marche pas, quoi. Il faut que tout le monde ait le même niveau d'usage dans cet écosystème. Sinon, vous allez avoir une baisse de productivité qui est juste assurée. Je parle même pas de la démotivation, je parle juste que les gens vont galérer à vous passer des trucs et vous n'êtes pas dans le même système qu'eux, et ainsi de suite.
Donc honnêtement, d'ailleurs j'ai une anecdote à ce propos. J'ai un de mes clients, il a basculé ses 2 entreprises dans l'environnement Google, puisque vous savez que ma boîte, elle travaille sur cet environnement-là. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que du jour au lendemain, il a remplacé son iPhone par un Android. Donc, il est allé à la store du coin, il a acheté un Android, il a configuré tous ses comptes et depuis, en fait, bah, il utilise que ça. Il a fait ce choix et c'est intéressant. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a dit bah, je veux tout simplement exploiter tout le potentiel de l'écosystème que j'ai choisi pour ma boîte. Donc, je pense que c'est possible, on peut passer d'un iPhone à un Android si on considère que l'écosystème Google qu'on a choisi est plus profitable pour son business. Alors après, il y a plein de gens qui vont vous dire oui, mais de toute façon, on peut mixer les environnements. Ça n'a pas vraiment d'incidence et tout ça. Honnêtement, à chaque fois que quand j'arrive dans des entreprises et que je vois des environnements mixtes, je vois surtout des process qui sont lents, des collaborations qui sont difficiles. Et ces boîtes-là, en gros, elles ne cherchent pas l'efficience, quoi. Moi, personnellement, je veux des outils digitaux qui me font gagner au moins 63 minutes par jour, quoi. D'ailleurs, la vraie question que j'aimerais vous poser, si on était l'un à côté de l'autre, c'est et vous, qu'est-ce que vous voulez pour votre business, quoi? Est-ce que vous voulez gagner 63 minutes par jour ou est-ce que vous voulez vous faire doubler par les concurrents sous prétexte que vous passez votre temps à faire de la conversion de fichiers ou à renvoyer des attachements en pièces jointes ou des choses comme ça? Donc en tout cas, si vous avez des doutes ou si vous n'arrivez pas à choisir ou si vous avez des questions, je crois que le formulaire est toujours affiché. Donc n'hésitez pas, il est là pour ça. Donc, juste pour finir, ce que je me suis dit au fil de la vidéo, c'est que finalement, ça pourrait être intéressant de vous dire pourquoi moi j'ai choisi Google, puisque je le dis depuis le début de la vidéo que je suis dans cet environnement-là. Pourquoi moi j'ai fait le choix de Google. Alors, honnêtement, hein, je prétends pas être une référence et je pense pas que vous devez choisir Google parce que je l'ai dit, parce que moi j'ai basculé. Mais en revanche, je pense que pourquoi moi j'ai choisi, quels sont les critères que j'ai utilisés pour basculer, peut-être que ça peut vous intéresser si on a peut-être la même typologie de business. Alors, moi, la priorité que j'avais, en fait, c'était que je me suis dit, une entreprise du 21e siècle, c'est une entreprise qui est nomade, qui est multilocalisée. Maintenant, avec mon téléphone, sous couvert de 4G ou de 3G même, eh ben, en fait, j'ai la possibilité de me mettre à la terrasse d'un café, d'aller dans un pays étranger et de travailler comme si je suis au bureau. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est juste extraordinaire, en fait, on doit pouvoir faire ça. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a maintenant, quand j'étais à Tokyo en 2012, j'ai fait dans le métro de Tokyo, j'ai fait une vidéoconférence sur ma tablette en plein métro parce que pas le choix, problématique de décalage horaire. Et c'était juste énorme de ne pas avoir de coupure, de pouvoir discuter avec les interlocuteurs et tout. Enfin, juste aujourd'hui, faites ça dans le métro parisien, c'est... Bref. Donc moi, en tout cas, ce que je voulais, c'était travailler en mobilité, pouvoir accéder à toutes mes données partout où je suis, en fait, pouvoir utiliser mes outils aussi partout où je me trouve. J'avais donc, en fait, besoin d'un écosystème qui soit 100% en ligne, en fait. Je voulais récupérer du 100% Cloud Nitro, quoi. Donc, je voulais donc collaborer aussi à distance avec mon entourage, un peu comme si on était au bureau. Peu importe finalement que je me trouve au Japon, ou que je me trouve dans ma chambre d'hôtel, ou que je me trouve à mon bureau. Avec la vidéoconférence et des outils de production en temps réel en ligne, je dois bien pouvoir en fait faire ça. Et donc j'ai cherché les écosystèmes, j'ai construit, j'ai regardé si ça pouvait matcher celui de Google, qui était celui que l'entreprise japonaise avait sélectionné. Et là, je me suis dit, bah ouais, ça correspond pile poil, quoi. Alors c'est vrai que certains disent, oui, Apple, Google, Microsoft, c'est un propriétaire et machin. Ouais, enfin, c'est propriétaire si la boîte fait tout pour verrouiller et se couper du monde. Aujourd'hui, quand même, ces boîtes-là, elles ont tendance... Certaines sont très ouvertes, d'autres ont tendance à s'ouvrir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette ouverture-là, j'ai pu en fait étendre les fonctionnalités de mon écosystème. Alors c'est vrai que je suis un petit peu développeur et que ça m'amuse de mettre les mains dans le cambouis, mais je pense qu'on peut trouver maintenant des boîtes qui viennent se greffer à des boîtes plus grosses pour pouvoir faire des écosystèmes plus complets et pouvoir répondre à des spécificités métiers un peu particulières. Donc c'est pour ça que je vous ai écrit, je crois, un écosystème ouvert et basé sur des standards, parce que c'était ça qui était intéressant, c'était que si ça respecte les standards du web, hein, bien évidemment, puisqu'on parle d'outils dans le cloud, eh bien normalement je devrais pouvoir avoir une plus grande facilité à faire coexister différentes applications.
Et honnêtement, enfin, je ne vais pas m'éterniser, mais sincèrement, ça fait 10 ans que j'ai fait ce choix, ouais, ça fait presque 10 ans. Et honnêtement, je le regrette pas. Aujourd'hui, je gère mon entreprise complètement en ligne. Je passe plusieurs mois par an à l'étranger. Et honnêtement, ouais, Google est le meilleur écosystème, mais ça pour mon business. Après, à vous de voir pour le vôtre, quoi. Voilà, c'était un peu mes critères. Donc, bah, là, je pense qu'on est vraiment on est vraiment à la fin de la vidéo. Je vous rappelle donc les 3 outils indispensables pour lancer votre business et le faire décoller. Un email professionnel avec un super nom de domaine accrocheur, un tableur que vous maîtrisez. Il faut vraiment le maîtriser et si vous ne le maîtrisez pas, prenez des cours, formez-vous, c'est important. Et puis ensuite, un écosystème cohérent qui va vous faire gagner vos 63 minutes par jour, en tout cas à minima. OK ? Donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, bah, assurez-vous de cliquer sur le pouce j'aime ce contenu sous la vidéo. De cette façon, je saurai que vous voulez avoir plus de contenu comme celui-ci. Et puis pareil, n'hésitez pas à partager la vidéo à des personnes à qui vous aimeriez faire profiter en fait de ces informations qui sont un peu inédites, un peu différentes. Et puis n'hésitez pas aussi à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. D'accord ? Alors, pour ceux qui aimeraient faire partager à la communauté YouTube leur expérience, vous avez les commentaires sous la vidéo, ils sont à votre disposition. Donc, ça serait très gentil, je serais ravi de pouvoir dépiler tout ça. Et puis, pour ceux qui aimeraient poser des questions de manière un peu plus discrète ou un peu plus confidentielle, vous avez le lien du formulaire, voilà, le formulaire de remarque, dont le lien est affiché là, ouais, sur l'écran. Donc, je ferai de mon mieux pour vous aider et puis de vous renvoyer une réponse personnalisée à votre problématique. D'accord ? Donc, en tout cas, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. J'espère que ça vous a bien aidé. Et puis, ah oui, avant de vous laisser, sachez que vous pouvez avoir gratuitement accès à ma présentation, donc la 50aine de slides que j'ai déroulé là. J'ai ajouté le lien dans la description YouTube et puis vous avez des QR codes aussi affichés à l'écran, donc que vous pouvez flasher. Il y a juste à cliquer dessus ou à flasher. Voilà. Donc, bah, je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt. Au revoir.